S'il faut citer aujourd'hui un terme antinomique de cognitif, ce serait probablement behavioriste, qui conviendrait le mieux et non plus sensitif ou réceptif. Dans le vocabulaire contemporain, imprégné par les sciences cognitives, l'usage du terme de cognition n'implique pas qu'on ait affaire à tel ou tel niveau de connaissance ou d'abstraction. Il renvoie en revanche fondamentalement à une forme psychologique ou même psychobiologique de traitement de l'information, ce qui laisse encore une grande variété d'approches, par exemple en termes écologiques, Gibson, ou computationnels, puis Lichine. En travaillant sur ces objets spécifiques, l'esthétique goodmanienne mobilisait à travers les outils de la philosophie du langage une théorie générale de la connaissance. Aussi le titre choisi par Roger Pouévé, Esthétique et connaissance, pour présenter un choix d'articles, était-il tout à fait pertinent, mais je ne suis pas sûr qu'il donnerait encore aujourd'hui l'idée qu'on va changer de sujet, comme le précise le sous-titre. Le matériau présenté inclinerait plutôt à penser que si l'on a effectivement changé de sujet, Goodman est resté sur l'autre rive. C'est à coup sûr l'impression qui ressort lorsqu'on consulte le volume The Arts and Cognition, qui a rassemblé en 1977 les premières contributions au Harvard Project Zero. Un seul exemple, le texte de Soren Chorup consacré au cinéma, Film as a Meeting Place of Multiple Codes, et de part en part sémiotique et largement inspiré de Christian Metz. Il aborde le film comme un médium hybride et sans rien qui annonce les analyses simulationnistes qui allaient bientôt s'y imposer. En tout cas, le contenu est très loin de ce qu'on trouve désormais sous des titres presque semblables, non seulement dans les explorations fragiles de la neuroesthétique, mais dans les textes appartenant au courant néo-naturaliste aujourd'hui dominant. Où passe la véritable ligne de frontière, pas seulement sur la question du conventionnalisme, qui n'est déjà qu'un corollaire, pas uniquement non plus sur le choix des concepts servant de base, comme la référence ou la notation, car leur généralité les rend susceptibles d'entrer dans d'autres contextes. Il me semble que la ligne de démarcation principale est bien relative à la cognition. Elle passe entre des contenus cognitifs objectivés et des mécanismes cognitifs. On peut traiter de contenu cognitif au moyen d'une théorie qui n'est pas cognitive. C'est le cas de la quasi-totalité des analyses menées en philosophie du langage, à l'exception de la psycholinguistique. Inversement, il n'y a pas de difficulté de principe à ce qu'une théorie cognitive prenne en charge des contenus qui ne le sont pas, par exemple, lorsque la philosophie de l'esprit s'applique à des questions comportementales, émotionnelles ou même sémiotiques. Un avantage inappréciable d'une théorie cognitive pour l'image est qu'elle rend directement compte du mode iconique de représentation, en excellente conformité avec nos intuitions naturelles relatives à nos pratiques de perception, alors que les modèles linguistiques rencontrent de délicats problèmes d'articulation. De ce point de vue, la théorie de la recognition initiée par Flint Shear dans Deeper into Picture en 1986, qu'il présentait lui-même comme d'orientation orthogonale à celle de Goodman, constitue une alternative efficace qui place au cœur de son approche le phénomène de généralité naturelle. Une telle conception n'impose pas d'assumer une thèse pictorialiste, c'est-à-dire d'abolir toute différence entre une image et une expérience perceptive ordinaire. Elle demande seulement de reconnaître la spécificité des objets iconiques par rapport à d'autres symboles. Ce qu'on peut lui reprocher est de reléguer consciemment au second plan tout ce qui déborde le contenu représentationnel des images, qu'il s'agisse de traits formels ou de leurs inscriptions socio-historiques. Il semble toutefois plus aisé d'aller de la cognition vers le contenu par la prise en compte de déterminants anthropologiques et culturels que de suivre le cheminement inverse. De fait, il existe des approches intermédiaires qui combinent des mécanismes récognitionnels et un fonctionnement symbolique. Ainsi, Dominique Lopez soutient qu'une théorie de la dépiction peut, sans devenir inconsistante, expliquer que les images sont à la fois symboliques et perceptuelles. Pour cela, il faut néanmoins abandonner l'idée goodmanienne que c'est notre familiarité à l'égard d'un système de représentation qui nous donne accès aux images correspondantes. Il convient d'adopter à rebours une approche fondée sur une informativité systémique appropriée.
L'information requise est systémique parce qu'elle ne renvoie pas aux caractéristiques singulières d'une image, mais aux propriétés que partage un ensemble d'images en fonction de la sélection qu'on a faite de certains traits, ce que Lopez appelle un aspect dans un sens qui renvoie de très loin à Wittgenstein, et de la capacité de nos routines perceptives à les traiter. Elle est aussi appropriée parce que c'est en dernière instance le contexte d'usage qui est prévalent, ce qui permet d'expliquer le fait troublant mais indiscutable qu'un dessin très schématique peut être parfaitement réaliste et une photographie fouillée apporter très peu d'informations utilisables. La reconnaissance d'aspect est un mécanisme de type cognitif dont la modalité d'action est perceptive et qui s'applique à des artefacts extrêmement divers entre eux. Ce serait évidemment encore plus patent dans le cas d'une théorie simulationniste en relation notamment avec le cinéma et la réception des images animées. Toutes ces approches ont en commun de bloquer la menace de l'arbitraire dont Goodman était condamné à faire un usage polémique contre les tentations résurgentes d'absolutisme. Il n'y a donc guère de sens à chercher une ligne de partage entre ce qui serait cognitif et ce qui ne le serait pas, car rien n'est cognitif en un sens absolu, mais acquiert une fonction cognitive lorsqu'il est abordé sous une méthode appropriée. C'est l'activation de tels mécanismes au niveau psychologique ou psychobiologique qui est fondamentalement responsable de la capacité de certaines théories à faire de la cognition une dimension iconique, opératoire. Autrement, la cognition reste un thème parmi d'autres et en tout cas sur le même plan qu'eux. La question qui ne manque cependant pas de se poser est cependant de savoir ce qu'il advient des valeurs attachées à l'art dans un environnement dominé par les modalités de fonctionnement. On a souvent remarqué que Goodman parle très peu des valeurs dans ses textes qui relèvent de la sphère esthétique. Ce n'est pas seulement, me semble-t-il, qu'il veut tourner ostensiblement le dos à une tradition qui fait du terme œuvre d'art un terme laudatif et donne à l'esthétique la fonction de célébrer les chefs-d'œuvre. La raison de fond est positive, c'est que pour Goodman, la cognition est la valeur, si bien que toute analyse soulignant l'efficace cognitive d'une œuvre comporte nécessairement une axiologie implicite et pour lui la seule recevable. Ce sont à rebours les autres valeurs qui deviennent sinon suspectes, du moins périphériques vis-à-vis de ce qui constituerait le noyau central dans l'action des œuvres. Si l'on suit sa terminologie tardive, on dira que ce qui confère son intérêt à une œuvre est le pouvoir qu'elle a de fabriquer un monde, et par là d'interpréter le monde qui nous entoure. Il ne faut évidemment pas concevoir de tels objets comme de pures constructions fictionnelles, ou des mondes possibles. Ils ne sont rien d'autre que des systèmes symboliques qui proposent un nouveau découpage ou une nouvelle manière de relier des constituants du monde. Les mondes sont en fait, en faisant ainsi des versions avec des mots, des nombres, des images, des sons, ou tous autres symboles, de toutes sortes dans n'importe quel médium. Et l'étude comparative de ces versions et visions autant que leur construction est ce que j'appelle une critique de la construction du monde. Toutefois, comme l'ont suspecté très tôt Schaeffer et Putnam dans leur recension, l'usage de cette approche pose de véritables problèmes et il n'est pas sûr en définitive qu'elle soit ultimement cohérente. Ou bien dans sa forme versionnelle, inoffensive, elle se réduit à affirmer un pluralisme des versions du monde dans lequel l'art seconde la science, à condition toutefois qu'on dispose d'un moyen de comparer l'information délivrée par les versions artistiques et non artistiques, et on peut douter que ce soit le cas, ou bien il faut affronter la thèse redoutable que toute version correcte est en mesure d'engendrer ce qui entre dans la constitution de ce dont elle traite, ce qui conduit à un irréalisme dans lequel on peut penser que Goodman s'est en partie enlisé. Dans les deux cas, sa posture résolument méta-esthétique laisse assez démunie lorsqu'il s'agit d'évaluer en quoi la réussite d'une œuvre est à mettre au compte de son bilan cognitif. La situation d'une théorie cognitive semble de prime abord être encore moins favorable. À trop insister sur les mécanismes, ne risque-t-on pas de placer toute valeur délibérément hors jeu ? Après tout, les routines perceptives sont les mêmes, quel que soit l'intérêt de ce qu'on voit, et elles tendent même à effacer la distance entre le monde et ses images. Mais il n'y a pas grand sens à faire de ce constat un argument.
il n'aurait de portée que contre les formes les plus mécanistes de naturalisation. Nul doute que dans une optique éliminativiste, il ne subsisterait pas grand-chose des prédicats ou du questionnement esthétique. Il n'est pas non plus assuré qu'une théorie neurologique saura rendre un jour compte de la conscience phénoménale. Ce qui importe à l'esthétique ne dépend pourtant pas de cela. Il s'affirme dans le pari que le propre d'une œuvre digne de ce nom est d'ouvrir à un usage innovant de ce que tout le monde sait ou voit. Derrière une originalité, on ne découvre bien souvent que des platitudes, sauf qu'il a d'abord fallu que les régularités aient été sélectionnées et combinées dans un contexte favorable, qui en fait autre chose parce qu'il permet d'activer les démarches imaginatives ou mémorielles, développe des perspectives d'interprétation et facilite donc leur réappropriation individuelle ou collective. Il n'en va d'ailleurs pas très différemment dans l'invention scientifique. L'exemple de Poincaré montrant qu'il ne suffit pas de disposer de toutes les données théoriques et expérimentales pour donner corps à une théorie de portée révolutionnaire. Qu'est-ce qu'une théorie cognitive apporte donc aujourd'hui à l'identité de l'esthétique ? Comme je l'ai laissé entendre, le point fondamental est que l'entrée de l'esthétique dans l'orbite de la philosophie de l'esprit et accessoirement de l'action redistribue totalement l'espace des questions vives en donnant la priorité aux aspects psychologiques. Loin de renvoyer à un nouveau subjectivisme esthétique, il s'agit au contraire d'introduire une cohérence nouvelle entre des phénomènes esthétiques jusque-là séparés. Des questions comme l'imagination, le plaisir, l'émotion qui occupaient une place marginale dans une esthétique qui privilégiait la structure des œuvres reviennent au premier plan. Ce ne sont pas toutefois des thèmes qui s'ajoutent à d'autres, ce sont des principes d'unification qui renvoient à une conduite d'ensemble de l'individu et dont l'art n'occupe qu'un segment restreint, alors que l'esthétique en fait en avait fait un objet de contemplation et d'examen. L'art retrouve la fonction d'organe de contact entre l'esprit et le monde qu'il pouvait avoir chez Diderot, et ce qui est peut-être encore plus important, un rôle d'opérateur entre réalité et virtualité, enjeu majeur dans le processus croissant d'immatérialisation de notre société. Immatérialisation. Après une période de double exacerbation objectiviste et subjectiviste, l'esthétique me semble donc renouer avec ce que je n'hésiterai pas à appeler une forme nouvelle, et en tout cas décrispée de classicisme. De nombreux développements contemporains entrent en résonance directe avec ce qui était au cœur de la réflexion du XVIIIe siècle, autour de la notion depuis si controversée de nature humaine. Je suis frappé par que cette idée fasse un retour insistant autant chez des philosophes comme Noel Carroll ou Dennis Dutton que chez des scientifiques comme Steven Pinker, en réintroduisant un pôle universalisant à la racine de tout fonctionnement possible de nos activités. Parler de nature humaine, c'est aussi faire prévaloir le parti pris anthropologique de l'évolution sur celui culturel de l'histoire, qui n'est pas éliminé pour autant, mais simplement reclassé. Cela n'a bien sûr rien à voir avec un internalisme radical à la Ramachandran qui prétend capter le sens ultime de l'art dans l'activité des neurones. Il s'agit plutôt de mobiliser des stratégies d'adaptation et de transmission, de même en cohérence avec une approche transculturelle et une orientation expansionniste qui conjugue cognition et création. Ramachandran. Toute dimension particularisante n'est pas éliminée. Elle conserve sa pertinence à travers la reconnaissance des intentions de l'artiste, telles qu'on peut les reconstruire à partir de l'information accessible et de données d'ordre contextuel, là aussi à rebours des affirmations démiurgiques de la période avant-gardiste. Dans le cas de l'art, au moins, l'éclipse des valeurs était largement tributaire du culte de l'originalité revendiquée tant à un niveau personnel que culturel. Elle a certainement été accélérée par l'adoption majoritaire des théories institutionnelles, débouchant même parfois sur une sorte de jeu transgressif. Une situation tout autre prévaut lorsque l'art est une expression ou un développement des ressources humaines de base, et l'horizon axiologique reprend alors sa signification. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les valeurs vont être spontanément incarnées, ni que les disciplines de la cognition auraient vocation à le faire. Il serait certainement naïf de penser que ce soit leur souci et certaines théories constitueraient sans aucun doute de réels obstacles.
Il est pourtant aisé de voir ce qui plaide en faveur d'une anthropologie cognitive, car la défense des valeurs esthétiques ou éthiques a été le plus souvent tributaire d'une autorité théologique, philosophique ou académique, qui les imposait comme normes, ou du moins renvoyait en dernière instance à une décision compétente. Qu'on pense simplement à la figure de l'expert chez Hume qui ne suit pas la norme mais l'incarne. Leur universalité se fondait après coup comme un point de convergence idéale ou un pari salutaire, alors que les valeurs dont on a le plus souvent aujourd'hui, on a le plus besoin aujourd'hui dans un monde déchiré par les rivalités ethniques et culturelles, s'enracinent dans des propriétés coextensives à notre espèce. Je suis bien conscient que cela ne leur donne pas de facto une réalisation universelle. Il me semble même qu'on peut s'en réjouir, mais elle acquiert en tout cas un sens universel, ce qui est le plus profitable pour l'esthétique. Lorsque je regarde les choses avec lucidité, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup avancé dans cette voie, spécialement en France. Mais sur le fond, je ne veux pas être qu'optimiste, car le rôle des valeurs spécifiquement cognitives est de servir d'appui et de levier pour les valeurs en général et les valeurs esthétiques en particulier.